Cher Abdallah, merci pour l'invitation à laquelle j'ai répondu sans trop réfléchir et sans hésiter. Cher Nagia et cher Salwa, merci pour votre gentille introduction. Alors on va se promener un petit peu dans le temps et on va voir quelles sont les grandes étapes qui nous permettent aujourd'hui d'utiliser les ultrasons en pratique courante dans notre activité. Alors je n'ai aucun lien d'intérêt avec cette présentation et donc on va partir d'assez loin. On va remonter au XVIIIe siècle avec une histoire curieuse concernant l'observation des chauves-souris. Et puis on va parler de Jacques et de Pierre Curie surtout, puis des applications plus ou moins pacifiques des ultrasons pour en venir à ce que nous utilisons actuellement. Alors je commencerai par remonter dans le temps et à vous parler d'un abbé, l'abbé Lazzaro Spallanzani, XVIIIe siècle. C'était quelqu'un qui était à Pavie, et qui était à la fois abbé et biologiste. Et ce scientifique, avant tout, a observé tout d'abord des chauves-souris et a trouvé ça très curieux de les voir se déplacer dans le noir ou dans la pénombre de façon extrêmement aisée, et s'est posé la question de savoir si les yeux de ces chauves-souris avaient des particularités. Et donc il a conduit une expérience par étapes, de façon assez scientifique, en tout d'abord masquant la tête des chauves-souris dans un capuchon opaque. Et il a observé que les chauves-souris ne se déplaçaient plus dans le noir. Et donc il s'est dit, peut-être que le capuchon les gêne pour se déplacer. Et donc il a mis un capuchon, cette fois-ci transparent, sur la tête des chauves-souris, englobant les yeux et les oreilles. Et il a observé que les chauves-souris ne se déplaçaient toujours pas dans le noir et dans la pénombre. Et donc il s'est posé des questions quant au rôle respectif de leurs oreilles et de leurs yeux. L'étape suivante a été assez cruelle. Il a crevé les yeux des chauves-souris, il a cousu sur leurs yeux des petites rondelles en cuir, et il les a lâchées. Il a observé qu'à ce moment-là, les chauves-souris se déplaçaient parfaitement dans le noir, et donc il a trouvé ça curieux. Il s'est dit, mais peut-être qu'il y a d'autres organes des sens qui suppléent la vision chez ces animaux, et donc il les a parfumés avec des odeurs très fortes, il a mis de la glu sur leurs pattes pour éviter le contact avec le sol, etc. Et finalement, il en est arrivé à la conclusion erronée que les chauves-souris voyaient avec leurs oreilles. Ça, c'est la première étape, je dirais, où il a mis le doigt sur quelque chose qui s'appellera plus tard les ultrasons. Et il faut attendre les années 1938, 1940, mais j'en reparlerai pour parler d'écolocation, la façon de se déplacer pour ces animaux. Alors, l'étape d'après se trouve au niveau du Léman, le lac de Genève, avec deux mathématiciens suisses, Sturm et Colladon, qui, pour la première fois, ont mesuré la vitesse de déplacement d'une onde sonore dans l'eau. Alors, vous voyez en bas et à gauche le hygrophone, qui était quelque chose d'assez rudimentaire. Il y avait deux barques séparées d'une distance qui était connue. Dans une barque, vous le voyez à gauche, il y avait une cloche avec un marteau qui était actionné depuis la barque avec un levier. Et donc, dès que le marteau heurtait la cloche, bien sûr, un son était émis. Et puis, un peu plus loin, il y avait une deuxième barque avec une parabole, avec un tuyau qui reliait l'oreille du deuxième mathématicien. Et donc, tac, tac, le décalage entre les deux sons, celui émis et celui reçu, leur avait permis de calculer la vitesse de déplacement de l'onde sonore dans un milieu aquatique. Pour cela, ils ont eu un prix, alors ce n'est pas un prix Nobel, ils ont été décorés, vous le voyez, ils ont eu un grand prix de l'Académie des sciences de Genève, leurs travaux ont été publiés. Et c'est comme ça que pour la première fois, on a eu l'idée de quelque chose qui se déplaçait, d'une onde sonore qui se déplaçait dans un milieu donc liquide. Et puis, il faut attendre 1938. Alors, on n'est pas loin du début de la guerre du Pacifique, 1941, entre le Japon et les États-Unis. Et il y a deux étudiants de Harvard, Pierce et Griffin, qui travaillaient avec l'armée initialement, et ils avaient émis l'idée d'attacher sur un modèle de chauve-souris particulier, le molosse du Brésil, qui était une grosse chauve-souris qui pouvait porter des charges assez lourdes. Et ils se sont dit, tiens, on va attacher des charges explosives, incendiaires sur le dos de ces chauves-souris, on va les lâcher au-dessus du Japon, et finalement, comme les maisons japonaises étaient très légères et en bois pour la plupart, eh bien, finalement, on va créer des incendies qui vont se propager, et comme ça, on va trouver une arme fatale. Et puis en fait, dans les avions, les B-24 qui transportaient les chauves-souris dans des cages, ils se sont rendus compte que quand ils passaient à côté des cages, ils entendaient des sons un peu bizarres. Et c'est comme ça qu'est née en fait la découverte des émissions d'ultrasons
par les chauves-souris comme moyen de communication, et c'est de façon tout à fait fortuite, en observant ces animaux qui étaient enfermés dans des cages et qu'on allait lâcher, qu'on allait faire mourir avec des bombes incendiaires sur leur dos. Donc c'est une étape également extrêmement importante. Ils ont publié dans le Journal of Mammalogy leur premier papier. Alors, ils ont eu du mal à mettre en évidence ces ultrasons parce qu'ils avaient des capteurs qui n'étaient pas idéaux. Au bout de 25-30 pieds, les capteurs ne pouvaient plus recevoir les sons émis par les chauves-souris pour des problèmes techniques. Mais quand même, ils se sont rendus compte que ces chauves-souris émettaient des ondes qui avaient une fréquence particulière, qui était à 48 000 cycles par seconde, donc des ultrasons, des sons qui n'étaient pas audibles par l'œil humain, et avec des séquences qui étaient très courtes, de l'ordre du centième ou du 200e de seconde, avec des fréquences qui, là aussi, étaient variables chez ces chauves-souris, expliquant le fait que, par exemple, elles pouvaient détecter des obstacles qui étaient loin, comme un arbre, une maison, etc., ou un pont, et puis pouvaient détecter également leurs congénères qui étaient autour d'elles et qui volaient en même temps qu'elles, donc avec des fréquences différentes. Et c'est ce qu'on utilise en pratique quotidienne quand on utilise nos ultrasons. On fait varier la fréquence en fonction de la profondeur de la cible. On n'a rien inventé, les chauves-souris étaient là bien avant nous. Et puis, il faut citer quand même un Anglais, alors c'était un baron au départ, le baron Raleigh, qui a été élevé au rang de sir par la dynastie britannique, et qui a utilisé également le système des ultrasons comme élément vibratoire. Il a eu un prix Nobel en 1904. C'était le premier d'une longue série de prix Nobel dédiés à cet outil physique qui était les ultrasons. Donc c'est un point important qu'il faut souligner. Et puis, le deuxième grand virage vient des frères Curie, Jacques et Pierre Curie. Vous les voyez en bas et à gauche. Jacques est complètement à gauche, Pierre est à droite. Ils sont barbus tous les deux, ils ne sont pas jumeaux. Pierre est le frère cadet, et donc Jacques est l'aîné. Jacques va continuer à travailler en direction de la minéralogie, il s'intéresse aux cristaux. Et puis Pierre Curie va plutôt évoluer côté physique et côté chimie. Et donc il découvre, vous le voyez, en 1880, l'effet piézoélectrique. Ils se rendent compte que quand on prend un cristal, alors à l'époque, ils travaillaient sur du quartz, de la tourmaline ou de la pêche-blinde, et quand on exerce une pression sur ce type de cristal, eh bien, on déplace à l'intérieur les atomes, et le déplacement de ces atomes crée une polarisation dans le cristal, avec un pôle plus et un pôle moins. Et cet effet piézoélectrique, vous vous en servez tous les jours, pour ceux ou celles qui utilisent le gaz, avec ces allumes-gaz qui sont en bas de la diapositive. Quand on appuie et qu'on exerce une pression sur le bouton rouge, en fait c'est sur un cristal qu'on appuie, et on génère une polarisation de ce cristal qui va générer une étincelle au bout de l'allume-gaz, et donc vous allez pouvoir l'utiliser pour faire votre cuisine. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'une année plus tard, en 1881, il découvre l'effet piézoélectrique inverse. C'est-à-dire que cette fois-ci, en appliquant un courant électrique à un cristal, toujours de quartz ou de pêche-blinde, eh bien, ils arrivent à polariser ce cristal, il se met à vibrer, et à ce moment-là, il va émettre une onde ultrasonore. Et c'est cette découverte qui est fondamentale, qui a permis à Pierre Curie d'avoir un prix Nobel. C'est vraiment la base, c'est vraiment le virage, je dirais ondulatoire, des ultrasons, et c'est vraiment très important. On le voit en bas et à droite, travailler dans son laboratoire avec son épouse, Marie Curie, qui était une étudiante polonaise qui venait de Varsovie, Maria Sklodowska, qui étudiait également la physique, les radiations à partir de minéraux, donc en Pologne. Elle est venue faire un stage en France, elle est venue écouter Pierre Curie lors d'une conférence, et puis elle est tombée amoureuse, elle est repartie en Pologne par la suite, et puis Pierre Curie l'a rappelée pour lui demander de l'épouser. Il l'a épousée donc en 1895. Voilà, il l'a rappelée, elle est revenue en France, et l'histoire est née comme ça. Alors, ils ont une histoire assez singulière, il faut visiter le musée Curie. Donc, tout le couple donc, a eu 2 enfants. Ève, qui va terminer sa vie à l'âge de 103 ans aux États-Unis. Elle va épouser le directeur de l'UNICEF, qui lui aussi va être prix Nobel, après 6 ans de direction de l'UNICEF. Et puis Irène va épouser Frédéric Curie, et le couple, Frédéric Joliot, et le couple donc va avoir un prix Nobel qu'il va partager entre les deux, entre Irène Joliot-Curie et Frédéric Joliot. En 1935, ils vont avoir un prix Nobel. Mais Marie Curie a eu un premier prix Nobel
en 1903. Elle en a un deuxième en 1911. Elle a également, qu'elle partage avec son mari, avec Pierre Curie. Et puis elle a à nouveau un prix Nobel de chimie en 1935. Et donc vous voyez que dans la famille, en comptant les enfants et le gendre, eh bien ils ont tous ensemble 5 prix Nobel, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et voilà donc Irène Joliot-Curie avec son mari, Frédéric Joliot, lors de la réunion en Suède et de leur prix Nobel. Et puis Irène Joliot-Curie va mourir, comme sa mère, Marie Curie, d'une leucémie due à l'exposition aux radiations qu'elle ne connaissait pas exactement. Mais le polonium d'abord, le polonium donné en souvenir de l'origine polonaise de Marie Curie, puis le radium secondairement, et qui vont les tuer toutes les deux. Troisième virage, c'est celui d'un accident que vous connaissez bien, c'est le Titanic, 15 avril 1912. Vous connaissez l'accident, vous connaissez le naufrage avec les 1500 morts sur les 2200 passagers. Et donc finalement, il va y avoir une étape supplémentaire qui va être franchie avec Paul Langevin, physicien français, qui va commencer à travailler en se disant c'est pas possible. Il travaillait dès 1915 sur l'ancêtre du sonar, j'en reparlerai, qui s'appelait l'ASDIC. Et donc, Paul Langevin, qui n'aura pas de prix Nobel, mais qui sera décoré quand même des palmes académiques, travaille sur cette ASDIC, qui est l'Anti-Submarine Detection Investigation Committee, et ça va être l'ancêtre du sonar. Il va falloir attendre 1928 pour que le paquebot Île-de-France, qui est le premier paquebot, soit équipé d'un sonar pour détecter les icebergs et éviter la catastrophe du Titanic. Donc voilà ces travaux. Vous voyez qu'à l'époque, il y avait du bon monde. Paul Langevin est à gauche sur l'image en haut. Il est avec Albert Einstein. Au milieu, ils discutent. J'aurais aimé être une petite souris pour être là au moment où ils discutaient, parce qu'il devait y avoir une émulation intellectuelle absolument superbe avec tous ces gens. Et vous voyez qu'il va y avoir des applications qui vont être beaucoup moins dramatique, avec un premier papier qui va être publié par Harvey dans Nature en 1928, et c'est l'image qui est en haut et à droite sur l'utilisation pacifique des ultrasons pour la détection des bancs de poissons. Vous voyez le relief sous-marin très bien en bas de l'image, et vous voyez les 2 bancs de poissons qu'on voit très bien, et technique qui est encore utilisée de nos jours pour aider les pêcheurs à repérer ces bancs de poissons. Et puis bien sûr les sous-marins avec l'ASDIC, donc Paul Langevin au départ, qui était à partir de 1918, qui a été essayé dans le port de Toulon à partir d'un remorqueur, le Vigoureux, qui a donné des résultats très encourageants avec les développements du sonar que vous connaissez ensuite. Et puis après ces applications, on va dire industrielles et puis guerrières, militaires, vient les applications médicales. Et là, il faut rendre hommage à deux Autrichiens, les frères Dussik, qui en 1937 eh bien, vont pour la première fois utiliser une sonde. Alors il y a eu des progrès techniques sur la canalisation du faisceau ultrasonore émis par les cristaux sous l'effet piézoélectrique inverse. Et la focalisation de ces faisceaux d'ultrasons permet de construire des sondes, au départ à balayage, qui sont assez rudimentaires, mais qui permettent aux frères Dussik, en 1937, vous voyez, à droite, d'avoir une image à travers la fontanelle des ventricules cérébraux. Alors c'est une image qui est très grossière, très pixelisée, mais c'est la première image appliquée à l'homme de lésions, enfin d'images cérébrales normales. Plus tard, ça va être utilisé pour détecter à partir de 1937 donc des tumeurs cérébrales. Le développement va se faire progressivement. Puis en 1955, vous voyez des étapes, c'est des décennies, mais c'est pas quand même très très long. Wild l'utilise pour des tumeurs intestinales et des tumeurs mammaires, il l'utilise en gynécologie. Et en 1958, pour des applications sur les études du fœtus et la localisation des placentas prévia, donc par d'autres auteurs. Et puis, il arrive petit à petit les applications musculo-squelettiques. Là encore, Carl Theodor Dussik, en 1958, commence à démembrer les composants de l'articulation, met le doigt sur un artefact qui est l'anisotropie, que vous connaissez tous et toutes. Et petit à petit, les choses avancent. En 1961, c'est le premier échographe classique qui est construit aux États-Unis. Et puis, la première synovite, elle est décrite en 1978.
Donc beaucoup d'entre nous étaient nés à cette date-là. Vous voyez que c'est pas si ancien que ça. Et en 80, 3 ans plus tard, il y a le premier papier sur la première ponction d'une collection infectieuse au niveau de l'articulation de l'épaule qui est faite, la première ponction éco-guidée par Gompels et qui est publiée dans ARD en utilisant une grosse aiguille de 20G. Mais enfin, vous voyez là l'image qui a quand même fait des progrès en bas et à gauche de cette collection sceptique avec le petit schéma qui vous la résume, et l'échographe qui a été construit, vous voyez un peu les progrès qui ont été faits entre l'échographe de 1978 et ceux que nous utilisons actuellement. Voilà pour le mode B. Et puis parallèlement, il faut rendre aussi hommage à un autre Autrichien, Christian Andreas Doppler, qui a découvert l'effet Doppler, que je ne vous rappelle pas. Vous avez tous entendu arriver près de vous une ambulance ou une voiture de police avec le son qui arrive, qui vous dépasse et qui diminue en termes de fréquence, parce qu'effectivement, entre l'onde qui arrive sur vous, qui ne bougez pas, et l'onde qui arrive sur vous quand la voiture se déplace, eh bien, il y a une différence de fréquence, c'est l'effet Doppler, qui est utilisé par nos forces de police pour les radars le long des routes. Malheureusement, vous le savez tous et toutes, puisque vous êtes fait prendre au moins une fois. Cet effet Doppler a été utilisé initialement en astrologie pour calculer le mouvement des planètes, le déplacement des planètes, bien sûr, en émettant un faisceau ultrasonore et en le recevant, il y avait des différences de fréquence dues au déplacement de la planète. Et c'est seulement en 1954 que la première utilisation scientifique est effectuée, avec en 1956 l'utilisation par un japonais, vous le voyez, qui est ici, donc Satomura, qui utilise le Doppler pour l'étude des flux intracardiaques. Et puis petit à petit, les choses vont se vulgariser avec une routine qui apparaît en 1994. Et donc il va y avoir une réunion, une jonction entre le mode B et le mode Doppler pour aboutir aux échographes que nous connaissons actuellement. Donc voilà cette courte promenade à travers le temps, depuis les chauves-souris de Spallanzani en 1785 jusqu'à nos jours, en passant par évidemment Pierre Curie, qui est vraiment la pierre angulaire de la découverte, avec ses prix Nobel, et puis les utilisations militaires, l'utilisation commerciale, et puis nos radars et les échographes que nous utilisons actuellement. Je vous remercie.